merci infiniment à Frédéric Vinault qui m'a invité à vous parler et à ce laboratoire qui donc m'accueille. Ce dont je vais tenter de vous dire quelque chose en prenant acte de la question qui a été posée par l'un d'entre vous ce matin, c'est de la question bon, je vais appeler très vite, le cérémonial. Après, je décortique. Dans un foyer de réfugiés. Alors, qu'est-ce que j'y fiche? Bon, dans ce foyer, c'est très simple. Depuis un certain nombre d'années, voilà, il faut prendre acte d'une modification assez profonde de la psychiatrie. Alors, je ne parle pas de son ravalement, je ne parle pas de son inculture, je ne vais quand même pas plomber complètement l'après-midi, mais du fait que amour arrive comme ça, qui est celui de santé mentale, qui est accompagné d'un autre mot, qui est celui de souffrance psychique, et qui a un troisième rejeton assez hideux à force de bêtises, qui est celui de résilience. Bon. Mais il est vrai que même si c'est très à la mode de ne parler que d'angoisse et de dépression, voire d'anxio-dépression, voir cette chose merveilleuse de troubles monopolaires dans une affection bipolaire avec expression monotone, stock, boum, nous avons, et ça c'est une assez forte révolution de la psychiatrie, qui ne date pas d'hier, mais quand même, des équipes qui sont en direction du travail social avec les migrants et avec les précaires. Hein. Alors que, je dirais, le taux de morbidité psychiatrique chez les gens dans la rue n'est pas supérieur à celui des gens qui ne sont pas dans la rue, mais il y a des particularités très fortes de la psychose en rue. Mais ce n'est pas exactement ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler du fait que lorsqu'on est en poste, c'était une partie de mes attributions, dans une équipe psychiatrie précarité, il peut arriver qu'on soit alerté par des foyers d'accueil d'urgence temporaire. Alors, accueil, oui, je veux bien. Urgence, je veux bien. Temporaire, là, c'est à prendre avec des pincettes. Destiné à fluidifier le temps d'établissement des dossiers de demande d'asile, en quelque sorte. Bon. Ces foyers sont mis en place par des grosses associations style ONG comme Aurore, mais également encouragé par l'OFPRA. Bon. Et c'est l'Agence régionale de santé du 93 qui a alerté l'équipe sur une situation particulière d'un foyer de réfugiés. C'est ça dont je vais vous parler. Bon. Alors, ce foyer est situé dans un endroit absolument difficile à imaginer, c'est-à-dire qu'il ne mobilise pas vraiment notre imaginaire. C'est dans la zone industrielle. La zone industrielle de Neuilly-sur-Marne, c'est une assez... Alors, je n'ai pas envie de dire non-lieu pour désigner simplement des endroits dans lesquels on ne se sent pas tellement alerté par une familiarité, mais c'est véritablement des bureaux, des entrepôts, etc., des grandes surfaces. Et là, au milieu de tout ça, il y a un foyer où où nous demande d'intervenir. Bon, intervenir auprès d'hommes, enfin ceux qui sont en souffrance, bien sûr, de 21 à 45 ans, qui ont en commun qu'ils ont tous rudement quitté leur pays que les guerres ont dévasté et toujours dévastent. Et ce pays, ça peut être l'Érythrée, l'Afghanistan, tout particulièrement une zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, le Soudan, le Sud-Soudan, parfois la Libye. Bon. Alors, s'il nous est demandé de rencontrer ces personnes, ce sont pour des raisons où sanitaires et sociales sont complètement confondues. Voilà. Alors, les hébergés, comme on le dit, ils ne disent pas usagers, c'est déjà pas mal, présentent des troubles du sommeil graves, des dépressions masquées plus souvent par une sorte d'anesthésie de la vie, d'irréalité de l'existence que par de la tristesse, qui peut évoquer la mélancolie. Si la tristesse, du reste, pour préciser, peut à tout un chacun donner un sentiment de réalité de son existence, il se montre là tout à fait autre chose,
une douleur morale s'accompagnant d'une vie fantomatique. Un renfermement, souvent dans le mutisme, un retrait psychique, semble être l'abri mental de ces hébergés en souffrance, abri dont il s'extrait par des agirs, des crises classiques, des errances le plus souvent. Un mot peut-être sur ces crises classiques. Courir droit devant et tomber à terre. Bon. Conduite présentée par quelqu'un qui dira plus tard que le dernier souvenir qu'il garde au Congo, c'était d'avoir vu quelqu'un de proche de lui être fusillé par des milices d'occasion et résolument tueuses. Donc on voit très bien qu'il y a d'une part un phénomène d'exténuation de l'énergie vitale, mais en même temps la reproduction par une certaine automaticité motrice de la dernière image avant le chaos, à savoir un corps tombe à terre parce qu'il a été fusillé. Donc on a beaucoup d'expressions comme ça du traumatisme qui ne passent évidemment pas par le récit, pas la peine de commencer à espérer un récit, qui ne passent pas toujours par le cauchemar, qui peuvent passer par l'hallucination et qui souvent passent par des états de saisie du corps qui va répéter, on va dire, dans une espèce d'automaticité, parce que ça se répète comme ça sans faire discours, d'un reste traumatique, se jeter parce qu'on est mort, se jeter pour échapper à la mort, on verra que tout ça peut tout à fait se confondre. Alors, bien sûr, les toubibs donnent des médicaments, mais enfin, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas non plus parce qu'ils donnent des médicaments que les gens les prennent. Bon, c'est un petit peu comme ça en France. Et en France, on dit qu'on a la plus haute consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de médicaments destinés à vous endormir. Ce n'est pas vrai. On a le plus fort taux de prescription et on a également le plus fort taux de stockage de médicaments qui ne sont pas utilisés. Il y a quelque chose comme ça dans ce pays, assez étrange. Alors, c'est exactement ce qui se passe, à savoir qu'on donne du Valium, moi je n'en donne pas évidemment, on donne du Valium, bon, je ne vais pas dire les noms des médocs, ça fait une publicité, mais bon, ce n'est pas tant consommé que ça. Voilà. Alors, les premiers contacts, évidemment, si on s'attend à entendre des choses absolument épatantes pour calmer notre soif d'exotisme, soif souvent très, très toxique, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous raconte les montagnes afghanes, la brousse soudanaise, etc., etc. Pas du tout. Ce qu'ils nous racontent, c'est la quotidienneté de leur vie, avec quelque chose d'extrêmement monotone. Alors, plutôt que de penser qu'il y aurait là un déficit d'imaginaire ou une pensée opératoire, puisque c'est comme ça, évidemment, une absence de résonance fantasmatique, enfin tous les trucs dont raffolent les psychologues mal formés, il est peut-être important de voir que c'est un exploit. Que c'est un exploit de pouvoir raconter la fluidité d'une vie, même si, après tout, elle n'est pas très, bon, voilà, très, entre guillemets, intéressante, ce qui est, tout ça, elles ne sont pas là pour nous intéresser. C'est un exploit de coller bout à bout les heures qui passent, de conserver les gestes les plus élémentaires d'une vie quotidienne, de pouvoir marquer des encoches du temps, de découper et de leur donner. C'est véritablement, sous une apparence de banalité, la mise bout à bout d'éléments de temps et d'espace dans quelque chose d'une fluidité conquise. Voilà. Et ce qui est très difficile, parce que quand les éducateurs, quand les travailleurs sociaux nous disent ces personnes sont déprimées, c'est un mot qui veut tout dire, c'est complètement un mot valise, mais il serait plus juste de dire qu'on trouve des gens qui sont complètement ombiliqués sur eux-mêmes. Ils se replient sur eux-mêmes, souvent restent prostrés dans leur chambre, repli dont ils s'extraient par ces conduites motrices dont je vous ai parlé. Alors le sentiment que j'éprouve assez vite en compagnie de ces hommes, ce sont des hommes, hein, et qu'il s'est produit pour nombre d'entre eux une catastrophe de l'espace. On dirait que l'espace pourrait les avaler, se refermer, se replier sur eux.
Alors ça, c'est une petite notation dont j'aimerais vous faire part. C'est que ce n'est pas une spéculation comme ça, je ne me mets pas à poétiser, ça n'a aucun intérêt, franchement pas. Mais si vous voulez, lorsque vous avez l'habitude, je pense que comme tout le monde ici, de vivre dans un monde à 3 dimensions et que vous rencontrez des personnes qui ne sont pas tout à fait dans un monde euclidien, mais qui sont dans un monde plutôt caoutchouteux qui pourrait se refermer sur lui-même, un monde topologique pour tout le dire, eh bien vous éprouvez vous-même une turbulence. Vous éprouvez vous-même que tout ce qui semblerait relever de l'évidence naturelle du monde est au fond une construction qui est en quelque sorte travaillée. Ça ne veut pas dire nécessairement mise à mal, mais travaillée par ces personnes. Par exemple, quand je quitte ce foyer, j'ai vraiment beaucoup de mal à me repérer. Ce n'est pas uniquement parce que c'est un endroit gercé par l'uniformité, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire que je me mets à penser que ce n'est pas seulement l'espace et le temps comme contenant, n'est-ce pas, qui est affecté. Il n'est pas affecté parce que des choses auraient été perdues, des choses, des êtres chers, des objets, etc. Mais que c'est le contenant lui-même de ces êtres et de ces objets qui a implosé lors des traumatismes qui causèrent le départ et qui se sont succédés depuis. Voilà. Une telle perte de cette évidence naturelle que l'espace nous abrite et nous contient fait déflagration dans cette expérience corporelle des migrants que je rencontre. Et leur territoire est extrêmement restreint tant que la parole n'a pas fait son œuvre de dépliement. Leur territoire est rétréci à leur corps et aux rares objets qui s'y attachent. Alors, évidemment, ce qui a, bon, je ne vais peut-être pas trop lire mon texte, ça n'a aucun intérêt, je préfère vous parler. Alors, évidemment, il y a quelque chose comme ça qui est tout à fait important, c'est que lorsqu'un contact se passe, bon, on a souvent un interprète, c'est une autre série de problèmes, si vous voulez. Ce qui délie beaucoup les choses. Par exemple, à Patient-Bambara, moi j'ai travaillé au Mali, j'ai mis en place un dispensaire pour les enfants sous la guerre là-bas. Il y a longtemps, je vous en ai peut-être parlé pour ceux qui, enfin, je vous avais parlé pour ceux qui étaient là l'autre soir. Bon, je peux me mettre à baragouiner un peu de Bambara, voire un peu de Pachoun, parce que j'ai traversé l'Afghanistan. Bon. Et ça les fait rire. Et je crois que ça les fait rire pas uniquement parce que je me débrouille comme un manche, mais ça les fait rire parce qu'ils se voient eux-mêmes en train de se dépatouiller dans une langue qu'ils ne connaissent pas bien, en l'occurrence le français. Je me souviens d'un homme qui disait bah, maintenant que tu m'as salué en Bambara, je suis d'accord pour prendre des cours d'alphabétisation. Donc, vous voyez, le truc, c'est pas ah, il parle ma langue, c'est formidable, ou il est marrant, ou ce type-là, il a voyagé. Du reste, je suis assez marrant, j'ai voyagé. Bon, mais c'est plutôt je me vois en train d'apprendre une langue qui n'est pas la mienne, et je ne suis pas sans répondant devant cet embarras qui fut le mien ou qui reste le mien. Voilà. Alors, maintenant, parlons de l'espace, parlons du territoire, comme on dit, parlons de l'habitat. Bon. Question évidemment insoluble, est-ce que le foyer est un habitat? Alors là, on va avoir un petit peu de mal à s'en sortir. Mais question peut-être plus tangible, comment fait-on pour habiter dans ce lieu? Qu'est-ce qui permet d'habiter dans ce lieu? Alors, nous avons beaucoup avancé, je crois, ce matin, en proposant que ce qui permet d'habiter dans un lieu, c'est aussi d'occuper mentalement un autre lieu. Du moins, c'est ce que je retiens d'une partie de nos échanges. Je ne saurais évidemment pas les réduire à cela. C'est-à-dire qu'il y a dans le fait d'habiter une double défascination. Une défascination pour le collage du corps à ce qui le contient, ou une défascination pour le collage du corps à cet autre lieu. Le corps lui-même devient un pont, une espèce d'appareil transitionnel entre le lieu occupé et le lieu qui nous occupe, qui nous permet d'occuper le lieu occupé.
Plongeons cette construction un petit peu acrobatique et pour le moment gratuite dans le bain de l'observation quotidienne, presque quotidienne, puisque j'allais dans ce foyer plusieurs jours par semaine. Peu à peu, au-delà du rêve traumatique, j'entends émerger une interrogation fondamentale sur la légitimité à être au monde. Donc, tant que cette interrogation tétanise le sujet, on ne peut pas dire qu'il puisse habiter. Il va se replier dans un coin de ce foyer, sa chambre, un bout de matelas, une chaise. C'est incroyable. Hein. Les gens n'ont pas d'âge, là. Ils n'ont pas d'âge. Des attitudes corporelles, bon, je vous l'ai dit, de repli, d'atonie. Et ce qui est manifeste quand il parle, et ce qu'il me demande d'abandonner comme préjugé, c'est que nous n'avons pas affaire à la culpabilité du survivant. On a raconté des tartines sur la culpabilité du survivant. C'est absolument immonde, tout ce qu'on a pu raconter sur la culpabilité du survivant. C'est beaucoup plus profond que cela, après tout. C'est la honte d'être encore occupé par une vie qui s'obstine. C'est la honte d'héberger en soi une obstination biologique. C'est une espèce de honte primordiale, ontologique, qu'aucune formule conjuratoire aussi simplette que « mais vous aviez bien le droit de quitter un lieu où vous étiez en grave péril et heureusement vous n'êtes pas mort », aucune phrase aussi simplette que ça, ce qui ne veut pas dire qu'humainement elle soit idiote, mais enfin, ne va soulager le sujet de cette honte. Ce qui est demandé, c'est un droit de cité, mais c'est un droit de cité en termes de montage élémentaire entre le corps et le lieu, entre l'être et la demeure. Et c'est compliqué puisque dans le même temps, ces personnes qui vont faire des demandes, réfugiés qui vont faire des demandes pour avoir le statut de demandeur d'asile, c'est compliqué parce que en même temps, pour avoir ce statut de demandeur d'asile, ils ont besoin de produire ils ont besoin de produire des récits. Ils ont besoin de produire des récits assez stéréotypés de soi, du reste qu'ils échangent entre eux. Quand ça va un peu mieux, qu'ils se parlent entre eux, ils échangent entre eux. Ce récit-là, ça marchera mieux si tu veux un statut. Voilà. Donc, ils échangent des récits. Hein, que les personnes qui travaillent avec eux, mes bons collègues, qui sont très, très compétents, très dévoués, je veux dire, c'est pas, les aident dans cette fabrication de récits standards, et en même temps, le montage qu'il peut y avoir pour eux entre l'être et la demeure est en rade de ce récit, est complètement en rade. Donc, il y a une espèce de schizophrénie construite où, pour avoir droit de cité, il s'épingle sous un récit généralement assez fabriqué, ce qui est de juste ruse, qui est de juste stratégie, pardon, et alors que le ton de rabibochage entre le corps, la parole, le lieu, prend évidemment des tours et des détours beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus compliqués, bien sûr. Bien sûr, la grande histoire est rentrée dans leur corps. Bien sûr, la grande histoire est rentrée dans leurs paroles, dans leur rythme vital, au point de saturer le sommeil par l'insomnie, au point d'abraser la motricité du corps. Mais la grande histoire et la petite histoire sont ici ombiliquées dans un point de catastrophe. Seulement dans le foyer, il y a l'histoire des autres. Et ce que l'on met en commun, ce n'est pas nécessairement le trauma. Ça aussi, c'est un véritable problème pour les psys. Est-ce que c'est le trauma qui va faire un lien social? Est-ce que c'est une communauté de trauma qui fait un lien social, ou est-ce que c'est une communauté de récits fabriqués autour d'un trauma? C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on a le même trauma que son voisin? Quand bien même on a été, comme ça m'est arrivé, les descendants de ceux qui sont morts dans les camps de la mort du Cambodge. Est-ce que c'est le même récit, quand bien même les talibans ont massacré des gens? Oui, ça peut être le même récit, mais est-ce que c'est le même trauma? Est-ce que ça touche certains
la même conviction d'être à la fois traversé par l'obstination biologique et d'être à tout jamais mort. Voilà. Cette conviction terrible, cette conviction qui vous rend intenable dans le monde, cette conviction du mort-vivant. Est-ce que ça touche le même point chez les uns, chez les autres? C'est quand même une vraie question. Il n'y a pas de trauma collectif, mais il y a des collectivités traumatisées. Ce n'est pas pareil. Nul n'a le même trauma qu'un autre. C'est pour cela que l'on ne peut pas s'identifier à un trauma. Considérer quelqu'un uniquement comme une victime revient à l'assigner à s'identifier à un trauma massif. Mais on peut parler à partir des bords de son trauma, c'est-à-dire parler de son histoire, mais aussi de la possibilité de sortir de son histoire. Non pas l'oublier, mais pour pouvoir enfin faire un saut dans l'inconnu. Ça, c'est une des raisons impérieuses qui fait que nous ne pouvons pétrifier quiconque dans une appartenance culturelle. Et nul de ces hommes ne s'est vu réduit à un spécimen folklorique de l'Afghan des montagnes, du Soudanais des déserts, etc. Voilà. Ce qui n'empêche pas que nous avons besoin de rentrer dans une communauté. Ce qui n'empêche pas que nous avons besoin de rentrer dans une langue commune. Ce qui n'empêche pas que nous avons besoin d'œuvrer à la fabrication d'une mémoire commune. Alors le temps passe et il arrive qu'en dépit de la rudesse stigmatisante, bureaucratique, policière, propre à notre époque, enfin caractéristique aiguë en notre époque, pardon, l'obtention des titres de séjour ou des statuts advient. Parler avec ceux qui sont en attente d'un statut de réfugié statutaire nous met parfois en porte-à-faux, comme je vous l'ai dit. Mais certains, parmi ces réfugiés, une fois qu'ils ont obtenu les papiers, sont encombrés par cela. Et à nouveau, ils se sentent illégitimes. C'est là, je crois, que notre écoute est nécessaire. Donc, ils sont illégitimes et ils multiplient les actes et les absences qui déçoivent les équipes. Et oui, elles sont déçues. Ils ne vont pas au rendez-vous mis en place par l'assistante sociale du foyer qui permettrait de trouver du travail. Ils ne vont pas au rendez-vous à la préfecture, etc. Je pense que notre principal travail à ce moment-là est de permettre au sujet d'accepter à la fois qu'il soit pris dans son histoire, mais aussi de devenir suffisamment étranger à son histoire pour se construire une identité nouvelle. Alors, dans cet endroit où un personnel débordé mais dévoué se fait fort de les accueillir, ces hommes isolés et seulés se retrouvent souvent dans des fraternités transnationales et translinguistiques. Et les entraides ne manquent pas. Je ne suis pas en train de raconter un roman à la haute de rose. Pour un sujet qui ne peut pas faire tant que ça rêve de corps avec la maison, la question du voisinage est insupportable. La question du voisinage est quelque chose que nous avons toujours à travailler dans les cas, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler hâtivement les laissés pour compte, les réfugiés, les exclus, etc. Nous avons toujours pensé le voisinage sous deux rubriques. D'une part, le voisinage avec lequel on se colle dans une relation d'aide, j'en ai parlé. D'autre part, le voisinage traumatique. Par exemple, quand on rencontre un type qui dort dans une voiture rouillée au bois de Vincennes, dans une voiture rouillée. Bon. On lui dit, mais vous devriez, je reviendrai vers les réfugiés très vite, mais vous devriez, voilà, c'est ça, c'est comme ça, vous voyez, la bienveillance un peu dans la mise au pas hygiénique. Mais vous devriez profiter du fait qu'on va vous loger. Ça a même fait un truc qui s'appelait le Housing First. Il y a beaucoup de gens qui se sont foutus en l'air dans le Housing First. Il ne faut pas oublier ça. On va vous loger tout de suite. Vous allez voir, vous allez avoir un toit. En fait, on est en train de lui dire qu'il va avoir un plafond. Pas pareil, le plafond et les toits. Et la personne dit non, j'aime cette voiture, elle est décapotable, personne ne marche sur ma tête. Donc, la question du voisinage, est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? C'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, quand quelqu'un est au vif comme ça, une espèce de dissociation automatique traumatique, le voisin est insupportable. Donc, toutes les techniques du corps qu'on pourrait, comme ça, un peu sottement, décrire comme des techniques de régression, se pelotonner dans un coin de la pièce sont des techniques qui visent à détruire
l'espace euclidien pour entrer dans l'espace infini et caoutchouteux, se resserrant dans le poids même de la présence corporelle, parce que ça évacue aussi la question de que faire avec le voisin. Et c'est une question, je crois, qui n'a pas été assez abordée en psychanalyse, en psychopathologie, sauf tout d'un coup, elle a dramatisé dans la question de la paranoïa. Alors, puisque j'ai la chance d'avoir parmi celles et ceux qui m'écoutent des gens qui sont rompus, aguerris, aiguisés à la question de la médiation, je vais quand même parler un petit peu des objets. Parce que dans un premier temps, quand vous rencontrez, entre guillemets, l'Afghan, entre guillemets, le Soudanais, entre guillemets, l'Érythréen, il a un objet culturel. Ça peut être un pan de vêtements, ça peut être l'insistance tout d'un coup, il se dit, la grande gueule du voisin, il faut que je la calme en lui donnant quelque chose de mon pays. Donc, il dit, je voudrais acheter des trucs pour faire du couscous de sorgho, etc. Et là, l'équipe est intelligente, elle dit oui. La grande bouche dévorante du voisin, on la colmate à coups de nourriture maternelle. C'est quand même formidable. C'est un bon truc, ça. Bon. Et l'équipe dit oui. L'équipe qui dirait c'est pas dans le règlement. Et l'équipe qui dira mais si on a la commission d'hygiène, parce que maintenant on a la commission d'hygiène, ce qui fait qu'on bouffe de la merde, mais c'est hygiénique. Voilà. Je trouve dans le pavillon béni où j'ai travaillé, où il y avait un atelier cuisine, il y a une commission d'hygiène qui est venue, je crois qu'elle est revenue, elle a mis un pied, elle est repartie. C'est tout juste si elle n'était pas couverte de goudron et de plumes, parce que l'atelier cuisine était tenu par deux robustes femmes, l'une périgourdine et l'autre martiniquaise. Alors évidemment, il ne fallait pas leur parler de commission d'hygiène, mais qu'est-ce qu'on bouffait bien. Alors, si vous voulez, il y a aussi quoi comme c'est un petit peu. Mais non, mais c'est important la torture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ces objets culturels, dont on va se servir parfois pour fermer la grande gueule de l'autre, dont on va se servir parfois pour fermer le regard comme ça, extraordinaire, inquisiteur de l'autre, qui dit chic, j'ai un patient afghan, enfin j'ai un patient afghan, moi je suis ethnopsychiatre, il me faut des patients de toutes les nationalités, comme ça, etc. J'additionne mes petits territoires. Bon. Si c'est ça la psychanalyse, c'est pas la peine, ça s'appelle de l'exposition coloniale et du taxidermisme culturel. Mais ce qui est important, c'est que à côté de ces objets, il y a des objets qui sont insolites parce que vous n'en trouverez nulle trace et vous n'en trouverez nulle mention dans tout catalogue savant des objets coutumiers. Ce sont des pans d'habits, des montages de photos, ce sont encore des bracelets ou même des fragments de lunettes, des fragments de stylos, les vêtements qui ont été prélevés, des bouts de vêtements qui ont été prélevés sur le corps de ceux qui n'ont pas tenu le coup, ceux qui sont morts au pays, ceux qui sont morts en Méditerranée. Et ça, ces objets sont des objets signatures ou des objets reliques. Il n'y a pas que des objets rituels qui entourent ces hommes. Les objets signatures, reliques, définissent le trajet de l'exil, conservent en quelque sorte la vitalité perdue du trajet de l'exil. Ce ne sont pas des objets rituels. Un objet rituel est lié à la dimension du don et parfois à la dimension du sacrifice. En tant que tel, son lieu, son abri prévu, c'est le déroulement du rituel. Il possède une efficacité qui dépend peu de l'invention du sujet qui y est confronté. Le fétiche, par exemple, conjugue l'humus au vivant, coalise dans son désordre suffocant les humeurs et les substances, représente ce dont l'initié doit se détacher par un certain nombre d'opérations de mise en ordre de sa corporéité, ce qu'on appelle l'initiation. Une différence s'impose ici, elle est de taille. Les objets trouvés créés de l'exil ne renvoient pas au sacrifice, ils renvoient au meurtre, ils renvoient à la mort, ils renvoient à la disparition, ils renvoient à la violence faite au corps. Ils viennent attester qu'une destruction a eu lieu. À quoi ces objets, peut-être, et par déduction le sujet, ont résisté. En cela, ils ne sont pas les reliques ancestrales d'un sacrifice rituel. De plus, ils sont des inventions de sujets résidus d'un trauma. Ils sont tout comme le trauma sans précédent dans l'économie générale de l'objet et sont plus voués à un culte privé, celui qui force le témoignage pour se forger une mémoire possible. Nous avons donc interrogé ce qui se dépose et s'invente là. Il nous revient de notre place de thérapeute
de soutenir cette invention, de lui garder son pouvoir d'inquiéter. La partie est délicate et l'enjeu humain énorme. Je nommerai donc cet objet, je l'ai déjà dit, l'objet relique, lorsqu'il renvoie à des scènes où le sujet rencontrait le réel de la mort. Mais j'insiste pour dire qu'il n'est efficace que s'il est mis en jeu dans la dynamique de la rencontre et du transfert. Voilà. Si ces objets de l'exil sont des objets vestiges qui m'évoquent les amoncellements d'objets dont on a parlé et dont aussi Georges Perec dans W ou le souvenir d'enfance a parlé, ils sont reliés à une mort, non pas la mort sacrificielle, j'ai dit, mais la mort qui vient comme faire une coupure radicale dans la solidarité des étangs et dans la solidarité des générations. Ce sont des objets pharmacons de la mélancolie. Autour de ces objets pharmacons de la mélancolie, une mémoire peut se dire. Une mémoire peut se dire, ces objets sont absolument donnés à lire, comme par exemple, je terminerai là-dessus, le gilet de sauvetage qui m'a été présenté, où celui qui croyait mourir en mer avait signé son nom et signé le nom de ses camarades de naufrage. Eh bien, attention, ce nom n'est pas à lire comme par exemple un expert lirait la signature au bas du tableau pour tenter d'authentifier l'auteur de la peinture. Ce nom appelle une voix, ce nom appelle une lecture. Ce nom appelle la voix et la lecture, peut-être du psychologue, du psychanalyste, du thérapeute, mais il appelle également le nom et la lecture des autres, des voisins, des autrui qui sont là. Cet objet est une altérité, non pas parce qu'il est étranger, l'altérité n'est pas l'étranger, mais l'altérité est cette pointe d'hétérogène et d'énigme qui gît dans l'étranger. Cet objet est un partenaire du sujet du moment qu'il puisse être lu, donné, repris, cérémonialement, déjà avec celui qui entend, celui qui tente d'écouter, celui qui parle, et cérémonialement peut-être, lorsque, au bout d'un mois ou deux, j'ai pensé qu'il serait peut-être utile de faire, comme on dit, une réunion de groupe où chacun parlerait à ses objets, de ses objets, à partir de ses objets. Non pas simplement pour justifier le fait qu'il soit là, mais pour permettre à un collectif, fût-il d'infortune ou d'occasion, de s'inventer une mémoire pour pouvoir enfin lire des traces afin de vivre son histoire pour se projeter dans un inconnu possible. Voilà.